BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, c'est toujours ce grand journal ici en direct de New York et on va continuer à parler malgré tout de vacances puisque c'est un gros week-end de chassés-croisés inévitablement. Alors, pas trop encore ici aux États-Unis, mais en tout cas chez nous en Europe, c'est un moment bien évidemment très important. On est avec Frédéric Langlois qui est le patron ici de Rail Europe, qui est donc l'opérateur qui vend le train européen aux Américains ici aux États-Unis. Vous nous disiez que ça marchait très bien pour cet été et pour depuis le début de l'année. Pourtant, et on en parlait encore tout à l'heure avec Frédéric Lefebvre, le secrétaire d'État au tourisme, on disait que quand l'euro dépasse le $40 sur une période assez longue, c'est psychologiquement le seuil dérangeant pour les Américains et sûrement pour beaucoup de populations. Est-ce que vous craignez du coup pour la suite, Frédéric Langlois? Non, c'est une remarque très pertinente. Alors évidemment, l'euro est une monnaie jeune, donc on a des historiques qui sont assez récents, mais néanmoins, c'est vrai que l'on a vu que la demande commençait à être sensible à partir du moment où le dollar restait au niveau de 1,40. La demande commençait à fléchir, très clairement, parce que les médias commencent, dans ces cas-là, à se faire l'écho de l'Europe en disant la destination redevient chère. N'y allez pas, c'est trop cher, restez aux États-Unis. Vous lisez ça dans les médias ici? Pour l'instant, non. Voilà, pour l'instant, c'est formidable. Noté, mais rappelez-vous, il y a 2 ans, quand la parité était à 1,60, les médias déconseillaient quasiment aux Américains de se rendre en Europe. Donc la crainte que l'on a, c'est que pour l'instant, c'est passé inaperçu, mais que si ça devait perdurer, on est en moyenne depuis le début de l'année à 1,42. D'accord? Donc si ça devait dépasser ce 1,42, on pense que forcément, ça aurait un impact négatif sur la demande. Et quelle est la saisonnalité? Les Américains vont quand en Europe? Sur les congés d'été, parce qu'ils ont très peu de congés, en moyenne 3 semaines de vacances ici aux États-Unis. Est-ce que l'été est la période phare ou c'est plutôt la période de Noël par exemple? Alors vos 3 semaines, les gens que vous fréquentez ne sont pas les gens que je fréquente. C'est plutôt 2 semaines que 3 semaines en moyenne, mais néanmoins, oui, clairement, ça reste l'été. C'est-à-dire qu'on réalise, nous, un tiers de notre chiffre d'affaires en 2 mois, vous l'imaginez bien. Donc très clairement, à l'heure où je vous parle, je suis inquiet pour le second semestre parce que je pense que la demande va fléchir. Néanmoins, on a réalisé 75% de notre chiffre d'affaires. Donc l'année de toute manière sera bonne. L'année sera bonne, c'est très rentable. vraisemblablement. Vous gagnez de l'argent à la fin? Oui, on gagne de l'argent. Que vous nous disiez 200 millions de chiffre d'affaires? Absolument, 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et nous gagnons de l'argent. Ça fait 4 ans que nous servons des dividendes à nos actionnaires français et suisses. Et je pense qu'ils n'en sont pas mécontents. Non, c'est une entreprise qui est structurellement rentable. Comment vous faites connaître ici? C'est-à-dire que quelle est un peu la part de marché? J'imagine que c'est grande majorité auprès des agences de voyage, auprès des compagnies de tour opérateurs, ou est-ce qu'il y a quand même directement le public qui vient, parce qu'il y a un site internet sur lequel on peut réserver tout ça aux couleurs de la SNCF, j'ai noté, je trouvais ça étonnant. Mais... oui, enfin il y a une communauté de gamme chromatique, mais néanmoins c'est un site aux couleurs de Rail Europe. Non, on était très tributaire, je dirais, des intermédiaires que sont les agences de voyage et les tour opérateurs. On a maintenant un mix client très équilibré, donc 50% de nos clients proviennent du réseau d'agences de voyage aux États-Unis. On travaille avec 14 000 agences de voyage, donc c'est quasiment toutes les agences de voyage qui commercialisent l'Europe. Et 50% de nos clients viennent directement chez nous, que ce soit... Et comment vous les touchez, ces clients? Comment vous vous faites connaître? Vous avez de la clientèle directe, oui. Vous voulez dire? Vous savez, il y a des moyens de marketing en ligne maintenant qui sont quasi scientifiques. On est très présent dans les moteurs de recherche, bien évidemment, que ce soit une présence organique ou une présence payante par le biais d'achats de mots-clés qui permettent à n'importe quel Américain, quand il tape sur son moteur de recherche préféré, imaginons Google, il y a peu de gens Paris, Marseille, on arrive très vite en premier, que ce soit en présence organique ou en présence payante. Donc le premier moyen évidemment de toucher cette clientèle directe, ce sont nos sites internet, puisqu'on a un un .ca pour le Canada, .com pour les États-Unis et .mx pour le Mexique. Mais maintenant, on est également présent sur les mobiles, puisqu'on a lancé tout récemment notre iPhone app et on a évidemment un mobile website pour les smartphones qui ne sont pas des smartphones d'Apple. Donc aujourd'hui, notre ambition, si vous voulez, c'est d'être complètement neutre en termes de canal de distribution. Si l'Américain veut acheter nos produits via son agence de voyage, nous sommes présents. S'il veut avoir affaire à nous en utilisant son iPhone
smartphone ou son BlackBerry, nous sommes présents, ou tout simplement sur le net. Et en politique tarifaire, parce que l'une des grandes critiques en France et en Europe, parce que c'est assez vrai, c'est on ne comprend rien aux tarifs, que ce soit pour l'Eurostar, que ce soit pour la SNCF chez nous, mais je crois que c'est une polémique qui est également vraie, par exemple, en Espagne. Est-ce que le client américain, vous lui avez facilité un peu les choses? Il y a moins d'offres, il y a moins de produits. Comment vous avez adapté l'offre pour qu'elle soit compréhensible d'une certaine manière? C'est une excellente question, parce que évidemment, notre métier, c'est de simplifier la vie du consommateur américain. Le consommateur américain veut aller de Paris à Venise. Maintenant, il ne sait pas exactement quels sont les pays qui seront traversés, ni les opérateurs. C'est un casse-tête chinois pour lui. Donc nous, notre métier, c'est de traduire, mais pas au sens stricto sensu, mais de rendre intelligible l'offre des différents opérateurs, parce que finalement, on vend du voyage, on vend du rêve, on ne vend pas de la complexité, on ne vend pas Eurostar, TGV, Trenitalia, on vend un voyage qui vous permettra de découvrir de magnifiques destinations en empruntant un moyen de transport high-tech. Mais du coup, outre le Londres-Paris, quels sont les trajets qui sont les plus empruntés? Quelles sont un peu les lignes phares? Les lignes iconiques, bon, clairement, je vous l'ai mentionné, le Londres-Paris, Paris-Avignon. Paris-Avignon reste un best-seller. Pour le festival qui a lieu, j'imagine, en ce moment. Pas uniquement pour le festival. D'une manière générale, la Provence est une destination chère au cœur des Américains et des francophiles en particulier. Et puis, bien évidemment, les trois villes que tout le monde connaît et aime en Italie, Florence, Venise, Rome. On vend aussi de plus en plus l'Espagne. L'Espagne est une destination qui est en très très forte croissance. Il faut savoir que 15% de la population aux États-Unis est d'origine hispanique. Et donc, et ça, vous sentez un gros impact, du coup, c'est pas un gros impact, mais cela commence. Oui, c'est en tendance. C'est une tendance, on le voit de plus en plus. Et enfin, on parlait tout à l'heure de canal de distribution. Je n'ai pas mentionné notre contact center, puisqu'on est les seuls en Amérique du Nord à avoir un contact center, c'est-à-dire pour les gens qui veulent parler à quelqu'un, pour acheter leur billet de train. Air France a un contact center. Oui, je parlais du transport ferroviaire. Là, je n'empiète pas sur les plates-bandes de mes confrères aériens. Et d'ailleurs, ce contact center qui est basé à Chicago vient de remporter le trophée du meilleur petit contact center aux États-Unis. Donc c'est un hochet, j'en conviens, mais c'est sympathique de voir qu'une filiale de la SNCF réussit à l'international. Merci beaucoup d'être venu dans ce grand journal. C'était Frédéric Langlois, le patron de Rail Europe, qui vend donc le train européen aux Américains. Merci à vous d'avoir été notre invité. C'est le grand journal, ici en direct de New York.